Bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Le nouveau coup de force des sages-femmes. Elles ont complètement cessé le travail dans 2 cliniques marseillaises aujourd'hui et bloqué l'accès à Marseille à la sortie de l'A50. Les sages-femmes demandent à être reconnues comme professionnelles médicales. Pas de cours au lycée Mermoz de Montpellier aujourd'hui. Les enseignants et agents ont fait valoir leur droit de retrait face aux incidents à répétition dans l'enceinte de l'établissement. Autre mouvement de colère, celui des paysans de la région. Ils dénoncent la spéculation sur les terres agricoles qui sont rachetées par des promoteurs immobiliers. 9000 hectares de champs disparaissent chaque année en région PACA. Et puis les votes sont clos en Algérie. Abdelaziz Bouteflika est plus que jamais le grand favori pour succéder à lui-même. Le président algérien, très diminué après son accident vasculaire cérébral, brigue un 4e mandat. On commence donc avec la nouvelle opération coup de poing des sages-femmes marseillaises. Ça fait maintenant plus de 6 mois qu'elles se battent pour obtenir le statut de profession médicale. Lassées de ne pas être entendues, elles ont choisi de durcir le ton en cessant le travail dans les maternités de 2 cliniques marseillaises et en organisant une opération escargot à la sortie de l'A50. Reportage Marguerite Kioch. Ça coince à l'entrée de Marseille. Après 6 mois de lutte et de grève, les sages-femmes emploient les grands moyens pour se faire entendre du ministère de la Santé. Elles réclament toujours un statut médical adapté aux responsabilités qui sont les leurs. A fortiori quand on travaille au bloc naissance, puisqu'on a quand même 2 vies entre les mains à chaque fois qu'on prend en charge une femme qui est sur le point d'accoucher. Donc on a la vie de la femme et la vie de l'enfant à naître. Je pense qu'on n'est pas assez mis en avant par les pouvoirs publics et c'est à tort parce qu'aujourd'hui une femme sur 5 n'est pas suivie déjà sur un plan gynécologique et qu'on pourrait assurer pas mal de choses si on était plus mis en valeur. À Marseille, les sages-femmes ont totalement arrêté le travail à la clinique Saint-Joseph et ici à la maternité de Bouchard. Un mouvement que comprend cette patiente. Je soutiens le mouvement, je comprends tout à fait au niveau de leur statut, c'est tout à fait légitime. La continuité des soins est assurée. Cette sage-femme cadre de la clinique ne peut se mettre en grève, mais elle soutient l'action de ses collègues. Ça fait 30 ans que je suis sage-femme, ça fait 30 ans qu'on essaye d'être reconnue, d'être une profession médicale reconnue. On avait déjà fait des grèves dures en 2001 notamment. On n'avait pas obtenu ce qu'on avait demandé et je vois que au bout de 6 mois de grève, nous n'avons pas obtenu ce que nous demandions, c'est-à-dire nous sommes reconnus pour une profession médicale mais pas dans les statuts, uniquement dans les mots. Liées à un nouveau statut, les sages-femmes demandent également un meilleur salaire. Actuellement, une praticienne débutante touche autour de 1 800 € après 5 ans d'études. À Montpellier, à présent, pas de cours au lycée Mermoz aujourd'hui. Les enseignants et agents ont fait valoir leur droit de retrait. Ils ne se sentent plus en sécurité et se plaignent des incidents à répétition dans l'enceinte de l'établissement. La semaine dernière, notamment, un élève a été pris à partie et maltraité par des jeunes externes au lycée. Le personnel du lycée Jean Mermoz s'est rendu en cortège jusqu'au rectorat où une délégation a été reçue en fin de journée. Écoutez. Ça fait plus de 3 ans que nous dénonçons le fait qu'il n'y a pas assez d'encadrement adulte, on n'a pas assez de personnel, on a des surveillants, des CPE qui travaillent extrêmement bien dans notre lycée, qui sont très efficaces mais qui sont totalement débordés et on a toute une vie scolaire qui devrait être réorganisée avec plus de monde. On a quand même une direction dans ce lycée qui ne prend pas ses responsabilités face à tous les problèmes de sécurité. Donc c'est ce que nous dénonçons aussi, le manque de réactivité et d'efficacité de la part de notre direction. Autre titre ce soir avec le conflit interne qui ronge la SNCM. L'actionnaire majoritaire, la Transdev, a saisi le tribunal de commerce pour demander l'organisation d'une nouvelle assemblée générale. Objectif pour cette filiale de Veolia, réformer la direction et la compagnie et empêcher son plan de relance. Franck Chassagnon. Transdev, l'actionnaire principal de la SNCM, ne désarme pas. Après avoir été débouté lundi en conseil de surveillance à Paris, c'est aujourd'hui devant le tribunal de commerce de Marseille que l'avenir de la SNCM est en train de se jouer. On a senti que Transdev était parti à l'attaque à une époque du remaniement ministériel où il y avait une certaine vacance du pouvoir. On profitait de cette vacance au sein du sommet de l'État, l'absence de ministre des Transports pendant près de 10 jours pour lui permettre d'attaquer et de demander la tête de Gérard Couturier qui lui permettrait de reprendre la majorité au sein du conseil de surveillance et donc de dérouler son plan. Si les deux dirigeants de la SNCM, Marc Dufour et Gérard Couturier, défendent le plan de relance proposé
opposée par l'État, l'actionnaire principal Transdev souhaite pour l'instant reprendre la main sur l'entreprise. Transdev n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir exercer ses droits d'actionnaire majoritaire de manière normale, au sein d'une gouvernance normale retrouvée au sein de la SNCM. Son intention n'est pas de mettre la société en faillite, mais une fois que cette étape sera franchie, de discuter avec l'ensemble des partenaires pour trouver une solution crédible de redressement de la SNCM. Au milieu de ce bras de fer, 1600 salariés très inquiets pour l'avenir de la compagnie. Les syndicats en appellent au gouvernement. Nous sommes potentiellement sur un véritable scandale national auquel nous attendons qu'il soit mis un terme par le plus haut niveau de l'État, le gouvernement de Manuel Valls et François Hollande lui-même. Jean-Marc Janaillac, le président de Transdev, a indiqué dans une interview accordée à l'Express: la SNCM, c'est 3% de mon chiffre d'affaires, un tiers de mon temps et 90% de mes pertes. Demain, le tribunal de commerce de Marseille rendra sa décision. Autre mouvement de protestation, celui de la Confédération paysanne PACA, des agriculteurs qui protestent contre la disparition des terres agricoles. De plus en plus de champs sont rachetés par des promoteurs immobiliers en attendant qu'ils deviennent constructibles. Pour protester contre cette spéculation, les paysans ont mené des opérations symboliques. Reportage à Loris dans le Vaucluse, Romain Péric. Les tracteurs labourent la terre de ce terrain laissé en friche par son propriétaire. Depuis 6 ans, cette parcelle de 4 hectares n'est pas exploitée et les agriculteurs dénoncent la spéculation foncière au détriment de la culture. La terre, c'est notre alimentation. Il y a une nécessité pour des gens qui veulent s'installer de trouver des terres agricoles sous différentes formes, et qu'on veut vraiment dire que ces terres plates, comme on peut les voir là, qui sont des bonnes terres agricoles, il faut absolument les préserver pour l'alimentation. C'est intolérable pour nous paysans que ça serve à la spéculation. Le 17 avril n'est pas une date choisie par hasard, c'est en hommage aux 21 paysans brésiliens assassinés en 1996 parce qu'ils réclamaient l'accès à leurs terres. Aujourd'hui, c'est une opération nationale pour interpeller le citoyen, car acheter des terrains pour les transformer en zones constructives pour encaisser la plus-value serait une pratique courante. Malheureusement, en PACA et puis dans plein d'autres régions, c'est fréquent des terres qui sont mises de côté, qui ne sont pas remises à des agriculteurs parce qu'on espère qu'on va pouvoir faire des opérations immobilières ou des opérations intéressantes financièrement, mais qui soustraient les terres à l'agriculture. Tous les ans en France, c'est 78 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent, 9 000 pour la région PACA, l'équivalent d'un département qui disparaîtrait tous les 7 ans. On ouvre maintenant une page politique avec tout d'abord des nouvelles de Robert Ménard. L'ex-président de Reporters sans frontières ne sera pas le nouveau président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. C'est le maire d'hiver droite de Sérignan, Frédéric Lacasse, qui a été élu au premier tour ce soir par les conseillers communautaires réunis en assemblée plénière. 2 autres candidats s'étaient déclarés, Robert Ménard donc, soutenu notamment par le Front National, et le maire d'hiver gauche de Villeneuve-les-Béziers, Jean-Paul Gallonnier. À Aix-en-Provence, à présent, sans surprise, Marie Joissin a été réélue présidente de la communauté urbaine du Pays d'Aix. La maire d'Aix-en-Provence était la seule candidate en lice. Elle a été élue avec 76 voix sur 92 inscrits. Marie Joissin est l'une des principales opposantes au projet de métropole Aix-Marseille. Elle aura donc fort à faire avant la création de cette institution prévue pour le 1er janvier 2016. Et puis politique, toujours, le Parti socialiste a levé la tutelle de la Fédération des Bouches-du-Rhône ou s'apprête à le faire dans les prochains jours. Une décision prise mardi soir par le bureau national du Parti socialiste. Harlem Désir avait mis le PS13 sous tutelle en mars 2013 pour lutter contre certains dysfonctionnements à la veille des élections municipales. En Algérie, à présent, l'heure est maintenant au dépouillement. Les votes sont clos. Abdelaziz Bouteflika est plus que jamais le grand favori pour succéder à lui-même. Le président algérien, très diminué après son accident vasculaire cérébral, brigue un 4e mandat. En direct depuis Alger, on retrouve Stéphane Burgat, journaliste marseillais qui couvre l'événement. Bonsoir Stéphane. On sait que beaucoup de policiers ont été déployés aux abords des bureaux de vote. Quelle est l'ambiance ce soir ? Des policiers, effectivement, il y en a pas que dans les bureaux de vote, il y en a partout. Le déploiement policier est très important en Algérie. L'ambiance, on va dire que c'est
très contradictoire puisque, par exemple, à l'instant, on vient de voir des feux d'artifice qui étaient tirés par des voitures en mouvement dans le quartier d'El Biar d'Alger. Mais, par exemple, en face, on a des gens sur les terrasses qui regardent ce spectacle et qui nous disent qu'ils ne s'en sentent absolument pas concernés par cette élection et par le résultat, hein, que ce soit Abdelaziz Bouteflika ou le principal concurrent Ali Benfis, qui apparemment très peu de monde croit que Ali Benfis puisse passer. La question de l'abstention agite tout le monde. Quels vont être les chiffres de l'abstention et les chiffres officiels et les vrais chiffres, hein, puisque vous vous souvenez que sur la dernière élection, par exemple, on avait une différence de 3 entre les chiffres officiels et les vrais chiffres de l'abstention qui avaient été révélés par un câble de Wikileaks qui avait fait ressortir une fuite des diplomates américains sur place qui faisait état en fait d'une participation de 25 à 30% alors que le chiffre officiel était de 74%. Donc voilà, toutes les couches sont concernées ici par l'abstention. On a pu passer autant dans les quartiers populaires que parler avec des gens de couches qui sont vraiment aisées, on va dire, qui n'ont jamais voté et même qui ne sont souvent pas du tout inscrits à ces votes. Il y a beaucoup de fatalisme. Tout le monde se dit que Abdelaziz Bouteflika passera, même s'il est malade. Et d'ailleurs, Abdelaziz Bouteflika, ça a été l'image du jour qui est tournée sur toutes les télés. Sa première apparition publique en près de 2 ans. Il est venu voter ce matin dans un quartier sur les hauteurs de El Biar, un quartier très cossu, en fauteuil très diminué, aidé par son frère. Et voilà, donc cette élection qui va faire date et qui ne risque pas de réconcilier les Algériens avec leur politique. Les résultats officiels, écoutez, on les attend demain dans la matinée, même si on pourra avoir une indication ce soir. Le candidat Ali Benfis doit s'exprimer vers 23h, heure locale, donc chez vous, ça fera minuit. Merci Stéphane Biat. En direct par téléphone donc depuis Alger. On part direction Montpellier à présent où un phénomène étrange a été observé hier aux alentours de 22h. Des morts-vivants ont investi les rues de la ville, des créations étranges qui ont convergé pour une procession musicale. Julie Rigal a suivi ces zombies mélomanes. Regardez. En pleine nuit noire, dans un quartier de Montpellier, une horde de zombies envahit les rues. Des artistes chanteurs et musiciens sillonnent la ville. Un spectacle curieux, intrigant et parfois même inquiétant. Les passants qui assistent au défilé ne savent pas réellement à quoi ils assistent. Alors de rue ouais, de rue. Voilà, nous là on s'est vendu de rue à oreille. C'était une chorale qui se trimballait un petit peu dans les rues. Du Coram à l'Esplanade, donc on suit tranquillement. J'avais pas trop suivi, j'ai repris un petit peu j'ai suivi un petit peu la foule, etc. Je suis avec quelques copains, non, ça rend bien. Au début, les zombies, ça m'a fait super peur, mais bon, après, je me rends compte que c'est de l'art, c'est comme ça, et c'est génial. Curieux, et j'ai envie d'y retourner là. Un événement qui marque les esprits des Montpelliérains. Ouvrez bien les yeux et restez à l'écoute, et peut-être que vous aussi, vous aurez la chance de les croiser.